puissiez la retrouver sur un site Voilà. internet. Alors, voilà. Alors, je dois d'abord vous expliquer un petit peu le titre. Tout près. Oui. Voilà. En fait, j'aurais pu donner un titre, c'est vrai, plus explicite pour dire ce dont j'allais parler. Vous avez le petit résumé, évidemment, mais c'est vrai que cette formule, le destin luxueux de la plante pourrissante, est une formule assez énigmatique. Pourquoi je l'ai choisie comme titre? Parce qu'elle est vraiment, selon moi, proprement anthelmienne. Donc ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que je travaille sur l'œuvre d'Anthelme. Et on en parlait tout à l'heure, quand je dis l'œuvre d'Anthelme, c'est l'œuvre d'Anthelme, puisqu'il n'y en a qu'une. Voilà. Donc j'ai beaucoup étudié la prose anthelmienne, jusqu'à aborder vraiment l'angle strictement stylistique. En fait, j'ai vraiment l'impression d'expérience que les histoires littéraires font parfois des parenthèses sur l'écriture concentrationnaire et les problématiques liées à l'indicible, mais qu'elles oublient ce que on est quand même nombreux à constater quand on lit des auteurs comme Anthelme ou comme Semprin ou comme Lévy, même s'il est de langue italienne, donc qui ne nous permet pas à nous de vraiment nous étendre sur le sujet sans passer par la langue italienne. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que justement le défi posé par l'indicible a créé vraiment une poétique qui est d'une... apaxique, quoi. On n'en a pas... elle est, à mon avis, fondamentale dans l'évolution de la perception de la littérature même. Et je pense que cette phrase en est un exemple vraiment représentatif. Donc quand vous entendez le destin luxueux de la plante pourrissante, je pense que vous avez vraiment une image de cette espèce de travail d'orfèvre sur la phrase, cette phrase extrêmement exigeante, pointue au niveau du vocabulaire et des associations de mots, puisque déjà on parle rarement de destin de plante, c'est quelque chose qui est proprement humain, qui fait penser à toute la tradition de la fatalité, du fatum, du tragique, etc. Et là c'est appliqué à la plante, et même pas à une plante qui aurait quelque chose de luxueux, comme on peut penser à luxuriant. Il y a un petit peu cet écho sonore implicite dans l'expression d'Anthelme. Et ici, il s'agit d'une plante pourrissante. Et du coup, je trouve ça très énigmatique et en même temps extrêmement, dosé à la perfection. Comment le destin d'une plante peut-il être luxueux, d'autant plus si la plante est elle-même pourrissante? Et en fait, pour comprendre ça, il faut partir d'une subjectivité humaine qui est aux portes de la mort, en fait, puisque cette phrase est écrite dans le fil chronologique de l'œuvre au moment des marches de la mort, donc où le détenu s'arrête sur le chemin et voit donc, ce qu'il va appeler l'immense pelage de la verdure qui s'étend autour de lui. Et du coup, il va avoir cette sensation que même pourrissante, la plante dépasse l'homme sur qui une force oppressive peut peser au point de le détruire. Et il va dire que le destin luxueux de la plante pourrissante est aussi enviable pour le détenu, qui est vraiment au bout de l'épuisement, que la mort dans le lit. Et ça, je vais le dire en des mots beaucoup plus simples, il n'y a que Robert Anthelme pour dire une phrase comme ça, et je pourrais repérer une phrase de Robert Anthelme parmi 1000 phrases en disant celle-là elle est de lui, et celle-là elle est de lui. Donc je me suis dit, ça éclaire tellement bien ce que je vais essayer de vous exposer ici, en passant par deux extraits liés au végétal, un de Georges Semprin et un de Robert Anthelme, que je me suis dit, laissons tout le mystère de l'expression, et on va la triturer pour essayer d'aller au bout de ce lien entre déportation et végétal. Donc travailler sur les écritures des témoignages, comme je le fais pour ma part, donc témoignages de la violence extrême, témoignages de la déportation, c'est réfléchir en fait aux apports considérables que cette littérature a donné donc cette écriture a donné à la littérature, mais aussi à la philosophie. Ça a été abordé brièvement tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment aussi, on est passé à côté dans l'histoire de la philosophie, de ses écrits, que ce soit celui de Lévy, qui est porteur d'une philosophie complètement destructrice. J'ai fait plusieurs interventions sur le sujet, même si c'est un auteur extraordinaire et dont la pensée doit être diffusée. Il a des germes quand même, si on les déploie, qui sont une vision du monde, lorsqu'il dit chacun est le Caïn de son frère. C'est des choses, si on est sur Terre, en gros, c'est parce qu'on a détruit des gens meilleurs que nous. Et il le dit pas seulement à l'échelle du camp, il le dit dans Les naufragés et les rescapés, à l'échelle du monde libre, et c'est lui qui souligne l'expression.
Donc on est vraiment dans une perspective philosophique qu'on peut pas... Enfin, je suis souvent très interpellée par le fait que son œuvre soit donnée comme ça à des lycéens, parce que si on pousse à bout l'explicitation du texte de Lévi, cette graine, du coup, tiens, métaphore végétale, cette graine est semée dans ses petits cœurs et ses petites têtes. Donc soit on l'étudie mal au lycée pour dire, voilà le fond historique, et on passe à côté du fond philosophique, soit on l'étudie bien, et alors, selon moi, c'est trop tôt. Voilà. Donc, je pense que l'apport philosophique de ces œuvres est considérable, et chez Antelme, on va le voir aussi, puisque le rapport au végétal se fait dans le passage clé de l'œuvre, où il est question de l'unité de l'espèce humaine. Donc, on va en reparler. Voilà, donc ce qui est fascinant, enfin le terme fascinant me dérange, mais ce qui est passionnant quand on étudie les témoignages des rescapés, c'est qu'ils témoignent, en fait, ils sont comme prophètes malgré eux, sans le vouloir, en toute humilité, et vraiment sans l'avoir souvent même voulu, sans l'avoir cherché, sans avoir avec un poids d'une mission. C'est qu'ils baignent dans un univers où les valeurs humaines, on va dire, sont complètement inversées. Et du coup, il y a 3 défis, enfin il y en a un millier, mais les 3 défis que je nommerai là, c'est en fait de se demander quel mot pour raconter, c'est aussi de se demander quelle sensorialité nouvelle a été développée dans ces camps de concentration, et aussi quelles perceptions inédites ont été explorées en fait au sein de cet univers de l'inversion. Et si on observe le regard que porte le détenu sur la nature, eh ben forcément on va avoir un aspect de la nature qui n'est pas le nôtre, nous qui n'avons pas, Dieu merci, vécu l'horreur concentrationnaire. Et donc il y a toujours quelque chose d'infiniment nouveau en fait lié à ce contexte. Donc je vais prendre 2 exemples, donc l'un de L'écriture ou la vie de Georges Semprin et l'un de L'espèce humaine de Robert Antelme. Et en fait, donc je m'étais jamais encore livrée à ce travail-là, et je me suis vraiment rendu compte que l'apparition du végétal avait un rôle profondément ancrée dans la structuration poétique même de l'œuvre, et qu'elle va, on va dire, se tisser, mais de manière quasi rhizomatique, puisqu'on est dans le végétal, elle va se tisser autour des passages qui sont des passages clés, où le niveau, où le contenu philosophique est à son apogée, en fait, et vraiment où il y a une espèce de révélation sur le contenu de l'œuvre. Donc je vais essayer de vous montrer ces 2 étapes, c'est-à-dire ce qui est dit au premier plan, et comment le végétal a aussi un impact plus profond qui procède comme un tissage. Et l'image qui m'est venue, c'est celle en fait du double fonctionnement des forêts. En fait, ce colloque tombe à point nommé parce que ces dernières années, je me suis retrouvée, on pourra reparler de la raison qui m'a poussée à tout ça, mais à travailler d'une part sur le chamanisme, et donc avec ce lien universel de l'homme qui est indissociable de la nature, de cette espèce de cycle impossible à dénouer, et en même temps à me pencher sur les ouvrages de Pablo Servigne, qui part d'une vision végétale pour parler de collapsosophie. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film documentaire qui date d'il y a quelques années, qui reprend ces idées-là, enfin qui est dans la même veine, qui s'appelle L'intelligence des arbres, et qui explique le fonctionnement comme ça des arbres et des forêts, où en fait, si on prend l'image kantienne, on a cette impression que les arbres sont en lutte perpétuelle pour aller le plus haut possible vers la lumière. Et en fait, ce que montre Pablo Servigne, ce que montre le documentaire aussi dont je vous parle, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle avec humour le World Wood Web, pour reprendre l'expression World Wide Web. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'échangent non seulement des informations, mais aussi de quoi se nourrir les uns les autres. Et donc en fait, ceux qui sont le moins éclairés reçoivent ce dont ils ont besoin par d'autres biais. Et en fait, j'ai eu dans les passages que je vais vous citer cette image-là, que quelque chose se jouait dans l'explicitation du contenu, voilà ce que je raconte, mais qu'en arrière-plan, l'écriture était comme dotée des propriétés végétales, et du coup qu'il y avait une écriture, comme j'ai dit, rhizomatique, même si le terme me fait un petit peu jargonneux, quoi. Mais je crois que l'image, c'est vraiment celle qui m'est venue à l'esprit en toute honnêteté. Voilà, donc je vais pénétrer tout de suite le premier cas. Donc, je vais commencer par l'extrait de L'écriture ou la vie de Georges Semprin, qui m'a semblé frappant dans cette perspective. En fait, donc, nombre d'entre vous doivent connaître un petit peu le contexte d'écriture de cet ouvrage, L'écriture ou la vie. Beaucoup confondent ce titre avec l'écriture comme survie ou comme moyen de vie, et c'est tout à fait l'inverse.
En fait, dans cet ouvrage métatextuel, on peut dire, Semprin raconte comment il n'a pas pu écrire pendant longtemps, notamment pendant 16 ans, jusqu'à l'écriture du Grand Voyage, le Grand Voyage, écrit au début des années 60. Et il explique dans l'écriture ou la vie qu'à un moment, le choix s'est présenté à lui de soit écrire et mourir, soit ne pas écrire. Et donc, après la guerre, il a essayé d'écrire, et les souvenirs étaient tellement destructeurs qu'il sentait très bien qu'il allait y perdre la vie. Et donc, il dit très bien dans l'écriture ou la vie qu'il a fait le choix de l'engagement politique et de la vie en mettant l'écriture à l'écart, même si évidemment on a des textes de cette époque. Mais voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1961, donc quand il entre en écriture, enfin, ce qui va donner la publication de son œuvre Le Grand Voyage, si vous lisez Le Grand Voyage, il raconte sa déportation, mais quand les portes du train s'ouvrent, le récit s'arrête. Donc c'est un récit de déportation, mais vraiment stricto sensu. C'est-à-dire qu'on ne pénètre pas dans le camp de Buchenwald où a eu lieu la détention de Georges Semprin. Il n'y pénètre que dans l'écriture ou la vie. Et l'étude que j'en ai fait dans un article précédent, c'est ce que j'ai appelé une esthétique du radeau. Donc je vais vous expliquer ça. Et elle m'est apparue vraiment... en fait, l'angle végétal a donné un éclairage complètement nouveau à cette poétique que j'avais constatée, enfin en tout cas que j'avais postulée. Alors, je vous explique un petit peu l'idée qui était la mienne. C'est que, bien qu'on soit au début des années 1990, quand l'écriture ou la vie est publiée, et que Georges Semprin propose dans cette œuvre, en fait, ce qui pourrait être le complémentaire du Grand Voyage, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on est descendu du train, une fois à Buchenwald. Donc, il raconte ça. Ceux qui l'ont lu voient bien que c'est pas du tout un récit linéaire, c'est vraiment un miroir brisé au sol, complètement éclaté. J'avais mis en schéma comme ça la narration. J'avais remarqué qu'il y avait 1/6 de l'œuvre qui était consacré au contenu de sa détention. Donc sur 36 pages, il y a 6 pages, par exemple sur un chapitre de 36 pages, il y a 6 pages consacrées à ce qu'il s'est vraiment passé à Buchenwald. Et dans mon étude poétique de cette œuvre, j'avais expliqué que le ressenti littéraire que j'avais par rapport à cet éclatement du récit, c'était vraiment lié à cette idée de écriture qui peut causer la mort en fait, et que du coup il y avait besoin de radeaux avant de plonger dans les eaux du Styx en fait, du récit concentrationnaire. Et du coup j'avais identifié un peu ces radeaux, et il y a beaucoup de radeaux littéraires au sens il se met à parler de littérature, comme si c'était des terrains connus, non mortifères, qui permettaient une régénération avant de sombrer à nouveau dans le souvenir. Et en fait, dès qu'il arrive au fond d'un souvenir, il s'en échappe et il y a une espèce de remontée et de prise d'air. Et comme ça, on passe du coq à l'âne dans son œuvre. Et cette écriture comme ça, disruptive, m'avait vraiment interrogée à cette époque-là. Et là, du coup, j'ai relu sous l'angle de la question du végétal. Et j'ai voulu reprendre... Enfin, j'avais en tête un passage et je me rappelais de ce passage au chapitre 4, qui constitue la trame du chapitre 4, et où il raconte... comment, donc vous savez que le camp de Buchenwald a été ouvert par les Américains le 11 avril 1945, et en fait il se lie d'amitié avec un lieutenant, le lieutenant Rosenberg, dont il parle beaucoup dans ce chapitre, qui a son nom, et dans ce chapitre-là, il raconte comment ce lieutenant avec qui il s'est lié d'amitié l'amène pour la Saint-Georges, puisqu'il s'appelle Jorge, donc Georges, à quelques kilomètres du camp de Buchenwald, dans la maison, la Gartenhaus de Goethe. Et cette Gartenhaus est décrite en termes vraiment complètement bucoliques. C'est le passage que j'ai sous les yeux. Donc je vous en lis un extrait pour vous montrer cette dimension. Voilà, vraiment, on est limite dans un conte, avec tout ce que le conte peut avoir d'inquiétant. Je renvoie au thèse de Bettelheim, donc c'est pas anodin non plus, le végétal dans le camp, la forêt, même l'aspect verdoyant, etc., peut avoir une portée très inquiétante et porteuse d'archétypes, on va dire. Donc je vous lis un petit bout du passage, je vous expliquer le tissage. Le lieutenant Rosenfeld a arrêté la Jeep sur le bord de l'Ilm, au-delà du pont de bois qui franchit la rivière. Au bout de l'allée, parmi les bosquets qui commencent à verdir, se dresse la maisonnette de Goethe. Das Gartenhaus, dit-il. Le lieutenant Rosenfeld descend de la Jeep et m'invite à le suivre. Nous marchons vers la petite maison de campagne de Goethe, dans la vallée de l'Ilm, aux portes de Weimar. Il y a du soleil. La fraîcheur du matin d'avril est tonique.
elle laisse éclater les bulles d'une tiédeur de printemps tout proche. Donc vraiment, on a l'impression que c'est un début de conte. Et en même temps, on est le 23 avril 45, donc on est vraiment... Georges Semprin a 20 ans, peut-être il a passé 21 ans, et il est en cendres à l'intérieur de lui-même. Et il se retrouve dans cet univers bucolique, et le sentiment qu'il a face à cet environnement, il l'identifie d'abord comme un malaise. Un malaise m'envahit soudain. Et après, on a cette figure rhétorique du tâtonnement, où il va procéder par élimination. Donc d'abord, voilà, donc par élimination, il va dire « ce n'est pas de l'inquiétude, de l'angoisse encore moins. Bien au contraire, c'est la joie qui est troublante, un trop-plein de joie. » Et en fait, ce qui va susciter cette joie, c'est qu'il entend les oiseaux et qu'il se rend compte, à contrario, de la disparition du chant des oiseaux à Buchenwald. Donc il a vécu des mois sans entendre les oiseaux. Pas de nature, pas d'oiseaux, de la cendre humaine qui recouvre ce qui était avant une forêt. Et là, on a comme une superposition entre les deux lieux. Et vous allez voir, cette superposition est complètement tissée avec l'ensemble du texte et de l'arrière-texte, parce que ce qu'il va raconter, et qui est très symbolique dans cette idée de cette histoire du symbole de l'arbre de Goethe entre culture et barbarie, c'est que donc, vous savez que beaucoup de camps ont des noms de forêts, parce que c'est des forêts qui ont été rasées. En fait, c'est hallucinant d'avoir gardé le nom de forêt sur une inexistence de forêt. C'est-à-dire la forêt niée s'appelle encore, donc je crois que c'est forêt de hêtres pour Buchenwald. Et donc, dans la négation même, on a gardé le mot lié à la nature qui a été détruite. Et au milieu de tout ça, donc ceux qui sont arrivés à détruire des milliers d'hommes n'ont pas réussi à détruire l'arbre de Goethe. Donc l'arbre de Goethe, c'est ce lieu où, en fait, on est sur l'Ettersberg avec le camp de Buchenwald, et Goethe et son secrétaire, Eckermann, faisaient des promenades où Goethe pensait, et des idées étaient notées, donc c'était vraiment des promenades littéraires, philosophiques, des rêveries de promeneurs solitaires à deux, du coup ça marche pas, bon bref. Donc les deux se promènent dans l'Ettersberg, et donc c'est un lieu à l'époque de forêt qui s'accompagne de foisonnement intellectuel. Et là où a vécu Georges Semprin, c'est dans la forêt niée, donc l'absence de forêt avec l'arbre de Goethe, mais comme ultime souvenir, donc une nature niée, la vie niée. Et là, on a comme une inversion des promenades de Goethe, puisque c'est Georges Semprin qui se retrouve, lui, accompagné du lieutenant Rosenberg, à la Gartenhaus de Goethe. Donc on a cette espèce de superposition quasi cinématographique entre le lieu de vie littéraire et le lieu d'anéantissement de vie et du littéraire. Évidemment, enfin pour les littéraires que certains d'entre nous sommes, et les autres d'ailleurs, évidemment, on ne peut que voir là-dedans on peut y voir une métaphore littéraire, puisque la nature est associée à l'écriture, au prolifique. La nature est généreuse. Ici, on est au début du printemps, tout est verdoyant, il y a des bosquets, etc. Et il va se mettre dans ce contexte-là, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la tradition du locus amoenus dans les dialogues philosophiques antiques, ou moins antiques, il y en a aussi au XVIe siècle. Semprin va aborder avec le lieutenant Rosenfeld de manière métalittéraire la question du début du récit qu'il va amorcer. Donc, le lieu intellectuel de Goethe est disparu, et Semprin va chercher un autre lieu goethien pour avoir une réflexion littéraire. Et moi, je vois très bien se superposer sur l'Ettersberg cette forêt rasée de cendres avec l'ancien paysage plein de forêts où Goethe se plaisait à parler avec son secrétaire. Donc je trouve ça déjà esthétiquement très fort, au niveau du tissage poétique également fort. Et voilà, donc je reviens à ma démonstration par rapport à l'esthétique du radeau. En fait, donc, il va raconter ça, et puis, hop, il va plonger dans le souvenir. Donc on va quitter l'environnement de la Gartenhaus, qui est le début du 4e chapitre. Il ressent ce sentiment de joie, et il dit « les oiseaux ». Et le lieutenant Rosenfeld le regarde ébahi et lui dit « les oiseaux ». Et paf, interruption du récit.
Et là, il se met à raconter plein de choses sur Heidegger, la librairie allemande, etc. Et puis peu à peu plonger vers la Gorgone et raconter son arrivée au camp avec l'histoire de « je suis un étudiant en philosophie », je ne sais pas si certains connaissent cette histoire, qui a été remplacée par le communiste qui l'a accueilli, par Stuckatur, donc au lieu de philosophie student, Stuckatur, pour que ce soit un métier manuel et que Georges Semprin n'aille pas mourir immédiatement, quoi. Et donc on plonge petit à petit dans cette histoire, et dès qu'on arrive au fond de cette histoire, hop, on a une remontée sur le radeau, et on revient, interruption du récit concentrationnaire, des 6 pages de récit concentrationnaire, et 10 pages plus loin, la même phrase est reprise, la question du lieutenant Rosenberg, les oiseaux, a demandé le lieutenant Rosenberg, comme s'il n'y avait rien eu entre, quoi. Donc il y a vraiment je respire, je plonge, et je vais à la surface. Et ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, ce qui est encore plus intéressant quand on s'intéresse au végétal, c'est que là, il part d'un radeau végétal, en fait. Il part de la Gartenhaus. Et donc, c'est comme si les propriétés végétales du lieu avaient infiltré la narration. Puisque, voilà, on a les plantes, on a l'oxygène, et on a cette oxygénation littéraire qui permet l'immersion. On a cette reprise d'air. Et j'avais jamais pensé à articuler, en fait, cet oxygène avec le fait qu'il parte ici, clairement, d'un univers complètement verdoyant, végétal, etc. Donc, voilà ce que je voulais expliquer en premier lieu par rapport à l'esthétique de Georges Semprin. J'aimerais donc vous montrer maintenant en diptyque le texte central, le texte clé au niveau philosophique de l'œuvre de Robert Antelme, pour vous montrer comment on va retrouver ces 2 éléments clés qui sont d'une part cette sensation d'étonnement face à l'émotion suscitée par la nature. Donc chez Semprin, c'était le fait qu'il est tellement déshabitué à tout ce qui est agréable et vivant, le chant des oiseaux, qu'il en ressent au début de la douleur, un malaise. Et en fait, ce malaise, c'est d'être face à un sentiment inconnu qui est en fait la joie, inconnu depuis des mois. Et donc il dit, qu'est-ce que c'est que ce sentiment ? Je vous ai lu le passage. Est-ce que c'est de l'inquiétude ? Non. Est-ce que c'est de l'angoisse ? Non. Oh, mon Dieu, c'est de la joie. C'est un malaise de joie. Et on va avoir ce même tâtonnement émotionnel dans la prose de Robert Antelme, lié justement à la privation du plaisir pendant des mois, à cette vie souterraine, utilitariste à l'extrême. Et on va avoir donc, comme là je vous ai dit, on a le tissage poétique qui est vraiment, selon moi, une des clés de lecture de l'œuvre de Semprin. Cette stupéfaction, cette redécouverte de l'émotion liée à la nature va avoir lieu dans le passage qui est le passage philosophique clé de l'œuvre d'Antelme. Donc déjà, je vais m'intéresser à ce début de texte que j'ai sélectionné pour vous montrer, donc pour vous faire entendre ce texte. Je suis désolée d'employer des termes aussi grandiloquents, mais pour moi, c'est un des textes, comme ça arrive plusieurs fois dans l'œuvre de Robert Antelme. Ça fait partie pour moi des plus beaux textes de la littérature, et je le dis vraiment, je pèse mes mots, c'est pas une expression que j'emploie en l'air. Et j'espère vraiment vous faire ressentir ça, parce que c'est un passage qui me bouleverse. Dehors, la vallée est noire. Alors, pardon, j'ai oublié de camper le contexte, donc je l'ai dit un petit peu au début. On est dans les marches de la mort, donc on est au bout de l'épuisement en fait, vraiment, et les détenus ont le droit de s'asseoir un bref instant. Et en fait, on va avoir un petit peu, les mêmes processus qu'on a chez Rousseau dans les rêveries, ou qu'on a chez Lamartine dans les méditations poétiques. On a cette espèce d'état de l'entre-deux qui ici est largement lié à l'épuisement, qui va prendre un support naturel pour créer une espèce d'élévation philosophique. Dehors, la vallée est noire. Aucun bruit n'en arrive. Les chiens dorment d'un sommeil sain et repu. Les arbres respirent calmement. Les insectes nocturnes se nourrissent dans les prés. Les feuilles transpirent et l'air se gorge d'eau. Les prés se couvrent de rosée et brilleront tout à l'heure au soleil. Ils sont là, tout près. On doit pouvoir les toucher. Caresser cet immense pelage. Qu'est-ce qui se caresse et comment caresse-t-on ? Qu'est-ce qui est doux aux doigts ? Qu'est-ce qui est seulement à être caressé ? Jamais, jamais on n'aura été aussi sensible à la santé de la nature. Jamais on n'aura été aussi près
de confondre avec la toute-puissance avec la toute-puissance l'arbre qui sera sûrement encore vivant demain. Donc ça, c'est le début du texte. Et en fait, je veux vraiment vous faire entendre, donc j'espère que je l'ai un petit peu fait à la lecture, mais moi, j'entends très clairement la respiration de cette nature animalisée, en fait. Donc vous avez déjà remarqué qu'il y a tous ces transferts de caractérisants, en fait. La dépossession, qui est celle du détenu, est compensée. En fait, il y a eu un transfert entre le pouvoir, qui est celui en principe de l'homme, hein, à la fois pantoporos, aporos, comme dans Stasimone d'Antigone, donc tout puissant et rien, cet être créé par Prométhée et Épiméthée, qui se retrouve tout dénué et en même temps à qui on confère des pouvoirs divins. Et là, il est complètement nu, en fait, dénué de toute humanité. Et c'est la nature qui va se voir dans une espèce de, on va dire, de néo-animisme, agnostique, en fait. C'est pas une religion de la nature. Il y a une espèce de renouvellement, un néo-animisme, réellement, où la nature, en fait, va être en pleine possession de ses moyens. Donc elle respire, elle transpire, donc ça c'est très animal, mais en plus, elle se couvre de rosée, comme si c'était l'action d'elle qui prenait un manteau pour se couvrir, et non pas l'action de la rosée sur elle. Donc il y a vraiment une prise de possession voilà, une inversion de la dépossession humaine qui est transférée à la nature, et c'est totalement l'objet d'Antelme, puisqu'il essaie d'expliquer, comme il le dira après, ici la bête est luxueuse, l'arbre est la divinité. Donc, c'est vraiment ce qu'il veut faire ressentir. Et j'entends donc cette espèce de poumon naturel là, qui respire, je ne sais pas si vous l'entendez, dans les arbres respirent calmement. Donc moi j'entends dans respire l'inspiration, calmement, expiration, donc inspiration, expiration. J'ai le même mouvement dans feuille qui transpire, donc feuille transpire. J'entends vraiment ces allers et retours de l'air comme ça. L'air se gorge d'eau aussi, comme donc vraiment on est dans l'usage syleptique du langage, comme souvent chez Antelme. Quelque chose de très simple au niveau apparent, et en fait à plusieurs strates, et je trouve ça d'une beauté, enfin voilà, une magnifique beauté. Voilà, donc voilà, j'entends cette nature vraiment animalisée, et si vous regardez aussi l'expression qui est employée après, on doit pouvoir les toucher, caresser cet immense pelage, et là c'est plus la nature qui est animalisée, c'est carrément la terre. En fait la terre est un espèce d'immense animal recouvert de végétal, quoi. Et donc le végétal, c'est le pelage de la terre. C'est magnifique, quoi. Enfin, et ensuite, vous avez cette réflexion. Qu'est-ce qui se caresse et comment caresse-t-on? Qu'est-ce qui est doux au doigt? Qu'est-ce qui est seulement à être caressé? Et là, vous voyez qu'il y a une fusion totale entre le moment du vécu et le moment de l'écriture, parce qu'il ne dit pas « je me demandais alors », donc pas de discours indirect. C'est comme s'il y avait une suspension et une fusion en même temps, suspension de la plume, et fusion entre le détenu qui suit les marches de la mort et l'écrivain qui est en train d'écrire ce récit, une suspension autour de cette douceur, comme il y a eu une suspension dans le récit de Georges Semprin, quand il pense que c'est de la douleur, tellement il est déshabitué de la joie. Et moi, ça m'a évidemment fait penser aux pages de Totalité et Infinie de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, consacrées à la caresse. Et en fait, où il explique que la caresse, alors je ne me rappelle plus exactement des termes employés par Lévinas lui-même, mais il explique que ce geste vaut en fait par sa non-finalité. Il dit quelque chose comme la main cherche à toucher sans savoir quoi, tout en continuant quand même. Et cette idée de caresse, je la trouve frappante ici parce que c'est une espèce de débauche de douce gratuité. Pour celui qui a été contraint au travail forcé, comme un esclave, et donc dont les mains étaient vraiment l'outil d'asservissement, à la machine, à la pelle, à voilà, il n'y avait aucune vocation des mains à la douceur. Alors évidemment, ça reprend, on pourrait en parler des heures, mais je vais vous épargner ça, mais on pourrait reprendre d'autres passages de l'œuvre où il y a la poignée de main du Rénan, et où pareil, la main est enfin libérée de sa vocation, enfin c'est pas juste une poignée de main entre un Allemand et un détenu, donc c'est un chef d'atelier, et un détenu qui a déjà une puissance symbolique énorme, c'est aussi enfin la main détournée de son rapport vraiment esclavagisé à un usage humain de reliance. Et donc là, c'est vraiment voilà, ce qui m'est venu à l'esprit, cette image de la débauche de douce gratuité. C'est vraiment cette image-là, quoi. Que de gratuité dans la caresse pour celui qui redécouvre le pelage, en fait. Donc je trouve toutes ces superpositions dans ce passage me laissent rêveuse, reconnaissante devant tant de subtilité.
Voilà. Pour terminer, en fait, je vais vous expliquer, vous partager avec vous en quoi on est ici dans le passage clé de l'œuvre, puisque vous savez que l'œuvre s'appelle l'espèce humaine. Et en fait, c'est dans ce passage-là où il va exposer vraiment clairement cette idée philosophique qui est assez complexe d'ailleurs, qui est sur l'unité de l'espèce. Et en fait, ce qu'il explique ici, alors merci parce que tout à l'heure le texte va être lu dans son entièreté, donc je suis ravie que vous puissiez entendre le texte après, mais je vais juste pouvoir vous le citer. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il part de... Donc il a cette vision du végétal comme un immense pelage, et en fait, il va dire que donc cette nature est tellement enviable pour le détenu qui, lui, est oppressé, et il explique qu'il n'y a aucune force aussi affreuse qui s'exerce de plante à plante que d'homme à homme. Et en fait, donc, il y a évidemment le homo homini lupus, et qui n'est pas valable pour la nature, quoi. Il n'y a pas de natura, naturae, lupus, ça n'existe pas. Et donc, dans le prisme antelmien, la nature est ainsi investie d'une liberté qui est complètement renivelée, puisque nous, avec toutes les théories évolutionnistes, on se sent vraiment au sommet de la pyramide des espèces, ce qui est très contesté, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais de chamanisme un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est absolument pas la vision chamanique qui est vraiment même pas dans l'égalité, tellement c'est dans l'intercorrélation, donc c'est même pas une question de comparaison, c'est vraiment une question de fusion. Et nous, occidentaux, on a toujours mis, voilà, vraiment le minéral, le végétal, l'humain, ultime degré de la conscience et tout. Et ici, l'humain se met à envier, à désirer, même pas d'être la plante, mais la plante pourrissante, parce qu'elle a le droit de pourrir de sa pourriture, et pas de la pourriture infligée par les mauvais traitements. Et en fait, donc cette fascination va lui faire dire que lui, en fait, aspirait à être la bête, l'arbre, le pelage, mais qu'il ne peut pas changer d'espèce. Et ça, on l'oublie souvent quand on parle de cette théorie, de cette philosophie de l'espèce humaine chez Antelme, qu'en fait, cette première idée, c'est cette impuissance du détenu de s'aligner sur une espèce qu'il admire dans ce contexte, avec cet angle complètement inversé. Et d'un autre côté, ça va ça va percuter en fait la perspective nazie, qui est de niveler vers le bas une part de l'espèce humaine, de prendre les détenus et de leur dire « vous êtes des sous-hommes », c'est l'expression qui a été employée. Donc, de sortir de l'espèce. Et en fait, Robert Antelme a cette espèce de révélation dans cette espèce d'univers néo-animiste. Et la révélation qu'il a, c'est que lui ne peut pas sortir de l'espèce alors qu'il le voudrait. Et le nazi ne peut pas le faire sortir de l'espèce par l'autre porte. C'est-à-dire, lui veut en sortir par la grande porte, la porte magnifique du végétal, alors que le nazi veut le faire sortir par la petite porte des gens qui ne méritent pas d'être hommes. Et ni l'un ni l'autre n'y parvient. Et du coup, il va se retrouver dans un espèce de dialogue il va être dos à dos avec la pensée nazie, puisqu'il y a cette double confrontation à l'unité de l'espèce qui va le conduire à le dire dans cette phrase que je vais vous lire, que comme il ne peut pas sortir de l'espèce, et que les nazis ne peuvent pas le sortir de l'espèce, alors lui-même ne peut pas sortir le nazi de l'espèce. Et là, on parle du monstre. Et c'est ça la philosophie de l'unité de l'espèce chez Antelme. Personne ne peut en sortir, et donc on ne peut se considérer au niveau interpersonnel que comme des hommes. Ça devient une perspective politique. Vous savez qu'il y a quand même évidemment un contexte politique non négligeable à cette époque. Et Robert Antelme accorde un passage une partie de ce passage, à la duplication de cette percée philosophique dans le champ plus large des rapports de l'homme au monde et au travail. Et il va expliquer qu'en fait, l'espèce humaine se comporte toujours, donc les humains les uns avec les autres, comme si l'espèce pouvait faire sortir de l'espèce l'homme par le haut, être au-dessus de la condition humaine, comme ceux qui dépassent les lois, qui sont au-dessus des lois, c'est un peu être au-dessus de l'homme que d'être au-dessus des lois, ou d'en faire sortir d'autres en disant c'est le pauvre, par exemple, alors que le pauvre n'existe pas, c'est l'homme qui est dans un état ponctuel, plus ou moins ponctuel, ou sur le long terme, de dénuement. Et c'est vraiment ça la philosophie antelmienne. Donc, il y a vraiment cette fusion dans ce passage qui est, donc je vous le répète et après je vous lis la fin du texte qui est somptueuse, qui est vraiment je ne peux pas sortir de l'espèce par la grande porte alors que je le voudrais. Les nazis ne peuvent pas me sortir de l'espèce par la petite porte alors que c'est ce qu'ils disent faire.
Et moi qui voudrais sortir le nazi de l'espèce par la tératologie, c'est un monstre, je ne le peux pas. Il n'y a qu'une espèce humaine. Donc, je vous lis la conclusion, qui est un espèce de schéma de la somme qui me donne des frissons. Eh bien ici, la bête est luxueuse, l'arbre est la divinité, et nous ne pouvons devenir ni la bête, ni l'arbre. Nous ne pouvons pas, et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et si nous pensons alors cette chose qui d'ici est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser, les SS ne sont que des hommes comme nous sommes obligés de dire qu'il n'y a qu'une espèce humaine. Et vous savez sans doute, je ne sais pas si certains ont lu l'article Vengeance, que Robert Antelme va parler en son nom, en 1946, enfin juste après son retour en France, il va prendre la défense des Allemands restés en France maltraités au nom des rescapés et de ce qui s'est passé en déportation. Et il va dire que légitimer l'offense au nom de la déportation, c'est nier le fait que quiconque a connu l'offense ne veut juste pas qu'elle se reproduise. Et donc là, on est vraiment dans l'unité de l'espèce, qui est en fait la reconnaissance l'impossibilité à en sortir. C'est en fait l'obligation, enfin la reliance ultime en fait, le rapport interpersonnel assumé de A à Z. Et c'est d'une force incroyable, et je déplore toujours dans les ouvrages de philosophie, il y a pas un petit chapitre là-dessus. Passons et concluons. Donc je conclus rapidement en vous disant, en vous expliquant donc ce rapprochement entre ces deux textes. En fait, ce que je vous ai dit au début sur la communication végétale m'a vraiment ouvert les yeux et m'a permis une nouvelle lecture de ces textes que pourtant je travaille de longue date. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un tissage narratif végétal dans ces œuvres. Et il y a aussi ça chez Lévy dont j'ai failli parler, mais je me suis dit que si je continuais, et là j'en suis à 36 minutes, donc c'est bien la preuve que j'ai bien fait de me limiter à 2. Mais on a la métaphore végétale dans La Trêve de Primo Levi, où il décrit l'offense comme une prolifération, comme une mauvaise herbe. Donc et dans une prose qui imite elle-même le mouvement de la mauvaise herbe. Évidemment, il faudrait regarder en italien ce que ça donne au niveau des scansions et du tissage des phrases intriquées, mais on pourrait y consacrer du temps. Donc je vais juste conclure sur ce tissage narratif végétal en fait. C'est que ce qu'on a vu dans ces deux passages, c'est que les auteurs en fait affirment au niveau du contenu une étanchéité entre l'homme et la nature. C'est-à-dire que chez Semprin, il va sur les lieux de la maison de campagne de Goethe, point, et a lieu une conversation. Mais lui-même ne dit pas dans cet univers, les bourgeons redonnés à ma création littéraire, la sève qu'elle n'avait plus connue dans cet univers de cendres. C'est pas lui qui le dit. Je trouve que c'est un ressenti littéraire vraiment de structuration poétique en fait. Donc au niveau objectif, lui-même ne fait pas le lien. Au niveau du monde des formes, il affirme l'étanchéité. Et Antelme, quand il dit « il n'y a qu'une espèce humaine et jamais on ne pourra devenir la plante ou l'arbre alors qu'ils sont sur le point de devenir pour nous la divinité », donc ici, il marque vraiment l'étanchéité des espèces. Donc il affirme justement qu'il y a l'espèce humaine d'un côté et le monde végétal de l'autre. Et en même temps, l'écriture dit le contraire. C'est-à-dire que chez Semprin, c'est respirer l'oxygène avec les mots me manquent. En fait, le jeu avec le signifiant et le signifié, ça se joue aux deux niveaux. Il dit oxygène et son écriture respire en fait. Et chez Robert Antelme, il dit étanchéité de l'espèce et en même temps, son écriture est une écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, rhizomatique, c'est-à-dire que les propriétés de la plante infiltrent en fait le terrain littéraire. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prose à deux niveaux qui rejoint cette image que je vous ai donnée de la forêt initialement, qui est celle d'une lecture comme ça, où c'est vraiment des arbres les uns à côté des autres qui se battent pour la canopée, en fait, pour atteindre, pour être le plus haut et avoir les feuilles qui absorbent le plus de lumière. Et qu'en fait, non, il y a un autre système beaucoup plus discret, beaucoup plus secret, qui alimente un autre système de perfusion collective
et qui est à mon avis ici représenté par l'écriture. Donc entre le contenu objectif de ce qui est décrit et l'écriture elle-même qui représenterait ce réseau littéraire profond, végétal, profondément végétal. Merci beaucoup pour votre attention.